Alors, au nom de l'équipe et en tant que directrice de l'Observatoire, je vous souhaite la bienvenue. Ce webinaire, c'est le premier d'une série de 5 autres qui seront consacrés à cette problématique. Et vous voyez à l'instant les informations qui sont relatives à ces autres événements. Si vous souhaitez vous y inscrire, bienvenue. Alors, avant de vous présenter Marilyn Drelands, je souhaitais vous communiquer quelques petites informations pratiques. Tout d'abord, le webinaire est enregistré, donc l'enregistrement sera accessible sur le site de l'Observatoire. On est le 30 novembre, donc les informations qui vous seront délivrées par Marie sont valables à la date du jour. Je vous fais ce petit avertissement parce que si vous réécoutez le podcast d'ici quelques temps, certaines mesures auront peut-être évolué, donc je voulais attirer votre attention là-dessus. Le PowerPoint vous sera également envoyé demain. Alors, en termes d'organisation, on a prévu 1 heure d'exposé de Marie et 30 minutes de questions-réponses. Alors, je vous remercie de poser vos questions directement dans le chat, dans la messagerie. Durant la présentation, n'hésitez pas à indiquer vos questions. Sabine Thibault, qui est juriste de l'Observatoire, sera la modératrice du jour. Elle compilera vos questions et les soumettra à Marie en fin de session. Si vous rencontrez des problèmes avec la messagerie, n'hésitez pas à poser vos questions par retour d'email, par email à Sylvie Dehaene via le lien que vous avez reçu d'invitation à cet événement. Alors, pour une question pour respecter le timing, on va fonctionner uniquement avec des questions écrites. Et enfin, petite information, à la suite des 5 webinaires, l'équipe réalisera une brochure de synthèse qui reprendra l'ensemble des conseils, en tout cas les principaux, qui concernent la prise en charge d'un dossier d'un indépendant en difficulté. Et cette petite brochure vous sera également transmise par email. Alors, il est grand temps de vous présenter l'oratrice du jour, Marilyn Drelands, que je remercie vivement pour son investissement dans la préparation du webinaire. Marie, j'espère que vous m'entendez bien. Le temps qu'elle se connecte, je vais la présenter. Donc, Marie est détentrice d'un master en sciences économiques, option révisorat, des FUCAM. Depuis 5 ans, elle est conseillère entreprise auprès de la Chambre du commerce du Brabant wallon. Elle est en charge du dispositif Réaction, qui est coordonné par la SOGEPA et qui est financé par la région wallonne. Elle couvre, dans ses dossiers, le Hainaut et le Brabant wallon, et elle travaille avec 3 autres conseillers pour toute la Wallonie. Ses expériences professionnelles sont très riches. Elle a été responsable pool société dans une fiduciaire. Elle était aussi responsable financier d'un TPE et à la direction d'une PME pendant 23 ans. Donc des postes qui lui permettent de bien comprendre la notion d'entreprise sous tous ses aspects. Alors Marie, je vais vous laisser la parole. Je vous laisse jusqu'à 14 heures et je jouerai le rôle de maître du temps. Voilà, merci. Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire. Donc, on m'avait mis 50 minutes, mais 60 minutes, mais on a pris 4. Donc, 60 minutes ou 55 minutes, c'est court pour expliquer tout ce qui est à expliquer. Je vais le faire donc de manière relativement générale. Vous venez d'horizons tous différents, avec des connaissances différentes de la matière. Donc, je vais le faire de manière globale, générale. Les autres intervenants viendront approfondir certains points dont moi je vous parlerai ici. Donc voilà, je vais donc vous expliquer le fameux statut d'indépendant. Donc comment faire pour devenir indépendant? Alors au départ, c'est un citoyen. Le citoyen, il est identifié par son numéro national. C'est important, cette notion-là est quand même importante. Il lance une activité pour devenir son propre employeur et créer sa propre entreprise qui, elle, est identifiée par un numéro BCE. Donc, suivant qu'on a une casquette citoyen ou une casquette entreprise, on aura un numéro différent. Alors, le citoyen, que fait-il, que doit-il faire pour pouvoir être un indépendant? Il a 2 choix. Il peut choisir d'être un indépendant en personne physique, ou alors il pourrait choisir de créer une société, donc une entreprise dans laquelle il serait associé actif. Alors, j'ai mis associé actif. Dans le temps, on parlait de gérant de société. Maintenant, on parle d'administrateur délégué.
donc, le terme associé actif, peut-être que pour vous, ce sera plus simple de penser à gérant d'une société. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui détient des parts dans une société et qui est actif dans cette société. Et donc, il n'y a pas de lien de subordination entre les deux. Il y a aussi, ça je fais juste en remarque, il y a le statut d'indépendant, le statut d'aidant, qui est aussi un statut d'indépendant, mais qui n'a pas de numéro d'entreprise. Donc, on va dire que c'est une troisième catégorie. J'en reparlerai un petit peu par après. Voilà, mais en tout cas, les deux grosses catégories, c'est soit associé dans une société ou indépendant en personne physique. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse au niveau de la notion d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de médiateurs de dette parmi les auditeurs aujourd'hui. Et la notion d'entreprise est un petit peu fluctuante suivant l'endroit où on se trouve. Donc, un indépendant en personne physique, c'est une entreprise, et ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une entreprise. Une société ou une ASBL est aussi une entreprise. Il y a eu une modification l'an dernier, en mai dernier, du Code des sociétés des associations. Donc, voilà, la notion d'entreprise a été élargie. Alors, il y a aussi l'associé actif rémunéré par sa société, donc le fameux gérant ou administrateur délégué. Alors, pour le tribunal du travail, il est considéré comme une entreprise et donc il n'a pas le droit à rentrer dans le cadre d'un règlement collectif de dette. Au niveau du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon, il est également considéré comme étant une entreprise, ce qui lui permet de pouvoir faire un aveu de faillite avec une requête en effacement, qui peut parfois être une solution aux situations qui sont compliquées. Mais par contre, pour le tribunal de l'entreprise du Hainaut, par exemple, alors je ne connais pas toutes les juridictions, je pense que Liège est un petit peu comme les Brabant wallons, mais je ne les connais pas tous, mais en tout cas pour dire simplement que pour le tribunal de l'entreprise du Hainaut, ce n'est pas une entreprise et donc un gérant de société, un administrateur délégué ne peut pas faire aveu de faillite avec la requête en effacement. Donc c'est en débat actuellement. La Cour de cassation devrait trancher, mais je pense qu'elle a peut-être pas que ça à faire pour le moment et donc ça reste comme ça. Donc en gros, on va parler des deux grosses catégories, l'entreprise en personne physique. Et là, on voit que l'indépendant en personne physique, il est à la fois un citoyen qui est travailleur, mais en tout cas, il est citoyen avec des droits et des obligations. Il est aussi une entreprise avec des droits et des obligations. Et donc, suivant qui va parler en tant que citoyen, il communiquera avec son numéro national, par exemple avec la caisse de loi sociale, avec les impôts. Par contre, s'il parle de TVA, là, c'est vraiment son entreprise. Et donc là, quand il communiquera avec l'administration, ce sera avec le numéro de BCE. Tandis que dans le cadre d'une société, la société est l'entreprise, sauf ce que je viens de vous dire au niveau de la petite parenthèse de tout à l'heure, l'entreprise, c'est la société et le citoyen travailleur indépendant, lui, l'indépendant, c'est l'associé actif. Alors, comment on crée une entreprise? Une personne physique, elle existe déjà en chair et en os, donc au niveau des formalités, elle va aller au guichet d'entreprise. Elle va devoir prouver qu'elle a les accès à la profession et qu'elle a aussi les compétences de gestion. On va lui octroyer un numéro à la banque Carrefour Entreprise, qui est un numéro de 10 chiffres qui commence par 0. En général, le guichet d'entreprise va aussi l'inscrire à la TVA. Ce n'est pas obligatoire. On peut le faire gratuitement en allant à l'administration, en utilisant le formulaire 604A. Le numéro de TVA est le même que celui de la BCE, mais il y a BE devant. Donc, parfois, les gens font une confusion entre le numéro d'entreprise et le numéro de TVA. Par contre, pour la société, c'est une personne morale, mais la personne morale, au départ, elle n'existe pas. Donc, il faut bien la créer. Donc, pour créer cette société, la première chose, il faut faire un choix du type de société que l'on veut faire. Une société à responsabilité limitée, une société à responsabilité illimitée ou éventuellement une ASBL. Une fois qu'on a fait le choix, les formalités sont différentes. Là, on peut faire une publication des statuts au moniteur belge et quelque part, c'est la naissance de la personne morale de la société. Donc, une fois qu'elle est
existante. Elle peut aller au guichet d'entreprise où elle devra prouver de la même manière qu'elle a les capacités techniques, enfin, juridiques pour pouvoir exercer l'activité, parce que certaines professions sont réglementées, d'autres pas, et aussi l'inscription à la TVA. Alors, je l'ai mis en rouge parce que ça, c'est vraiment très important. Dans tous les cas, il faut des compétences en gestion qui vont être demandées. Alors, ce n'est pas un papier, ce n'est pas un simple papier. Souvent, les gens imaginent que c'est un papier qui a été demandé. Parfois, on demande au tonton ou à la tata si par hasard elle ne veut pas être gérante apporter des compétences en gestion de la société. La personne qui gère la société, c'est l'indépendant et ce n'est pas le comptable. Et je pense que pas mal de difficultés viennent du fait qu'on n'a pas compris que la gestion, qu'une société ou qu'une entreprise, en général, ça se gère. Donc, c'est très, très important. Alors, quelles sont les obligations en matière d'impôts et de cotisations sociales? Donc, ça, c'est une matière qui est liée aux citoyens. Chaque citoyen, donc nous tous, nous payons des impôts et de la sécurité sociale. Alors, nos impôts, c'est pour les routes, les écoles, services communaux et autres. Et la sécurité sociale, c'est pour les soins de santé, si on va chez le médecin, on va à l'hôpital, ce genre de choses. L'indemnité de maladie qui est un revenu de remplacement si la personne est malade, les allocations de familiales, la pension, ça tout le monde connaît. Il y a aussi de la sécurité sociale, certaines catégories de travailleurs payent pour le chômage, notamment les employés, les ouvriers, mais en tout cas pas les indépendants. Eux, ils payent pour le droit passerelle. Ce qui veut dire qu'au niveau du chômage, toute la carrière d'indépendant ne rentrera jamais dans le calcul pour les allocations de chômage au niveau de la dégressivité et ce genre de choses. Alors, les obligations en matière de loi sociale des indépendants. Donc, nous avons donc notre citoyen qui doit payer de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est ce qui va faire notre statut. On va avoir un statut d'employé, on va avoir un statut de fonctionnaire statutaire ou un statut d'indépendant. Enfin, il existe peut-être d'autres statuts, mais ce sont les plus connus. Donc, si on prend au niveau des employés, eh bien, l'employeur, via le secrétariat social, va faire calculer la part d'ONSS qui doit être payée et reversée à l'ONSS. C'est pour ça que quand on signe un contrat de travail avec du brut, on a un revenu brut duquel sera retiré 12,07 de la fiche de paie d'ONSS. Donc c'est facile parce que c'est un pourcentage du brut, donc on n'a jamais de mauvaise surprise quand on est employé. On ne nous réclame jamais de l'ONSS supplémentaire à un moment donné ou à un autre. Et donc, c'est un secrétariat social qui, lui, va faire le calcul des salaires des ouvriers et des employés. Pour les indépendants, donc là, on se retrouve dans la partie droite de l'écran, c'est via une caisse de loi sociale. Donc, c'est la caisse de loi sociale qui, elle, va calculer les cotisations qui devront être payées. Le secrétariat social, il est un petit peu l'intermédiaire avec l'ONSS. La caisse de loi sociale, elle est un peu l'intermédiaire avec l'INASTI. Donc, ce n'est pas les caisses de loi sociale qui décident quand on demande, par exemple, des dispenses. C'est l'INASTI qui va décider. C'est l'organe décideur. Donc, la caisse de loi sociale, au départ, elle va demander des cotisations provisoires qui vont être calculées sur un revenu estimé ou un revenu minimum. Et puis, à un moment donné, on connaîtra le montant réel de la base imposable. Et donc, sur base de ça, ils vont calculer une cotisation définitive. Et donc, entre la cotisation définitive et la cotisation provisoire, il y aura la cotisation de régularisation qui sera à payer plus tard. J'ai oublié de dire aussi, souvent, on confond l'ONSS et les lois sociales. Donc, parfois, les gens arrivent chez vous et disent « j'ai une dette au niveau de l'ONSS, mais c'est peut-être des lois sociales ». Mais il peut avoir les deux. Un employeur, une entreprise peut avoir des lois sociales pour l'indépendant, pour le chef d'entreprise, et il peut avoir de l'ONSS pour ses travailleurs. On m'a demandé aussi d'expliquer le statut d'indépendant à titre principal et à titre complémentaire. Donc là, je n'ai pas mis toutes les informations, mais en gros, un indépendant, quand il commence par défaut, il a une activité principale. Sauf s'il est en activité complémentaire. Mais pour qu'il soit en activité complémentaire, il doit soit être une activité complémentaire de salarié,
pour au moins un mi-temps sur le trimestre civil. Donc un trimestre civil, nous sommes en novembre, octobre, novembre, décembre, c'est un trimestre civil. Il faut avoir presté au moins un mi-temps sur tout le trimestre. Donc ça ne suffit pas de travailler mi-temps, novembre et décembre, ça ne marchera pas. On peut être aussi complémentaire d'un pensionné. Si on est pensionné, on peut avoir une activité complémentaire du statut de pensionné. On peut aussi être une activité complémentaire de l'époux ou de l'épouse. Donc, il faut bien époux-épouse, j'ai bien dit, ce n'est pas conjoint, c'est époux-épouse, il faut être marié et il faut que le conjoint ait un revenu. À ce moment-là, on est un petit peu le complémentaire du conjoint, de l'époux ou de l'épouse. Et il y a aussi l'activité complémentaire en qualité d'aidant d'un autre indépendant. Donc, parfois, l'homme ou la femme qui travaille avec son mari, il y en a un qui est en principal et l'autre qui est aidant de l'activité. Donc, ça, ce sont les deux grandes catégories, activité principale, activité complémentaire. Sur tous les sites de caisse de loi sociale, vous avez les informations de manière assez détaillée. Alors, quelle est la différence entre le statut principal? Alors, le statut principal, la cotisation minimale est de... Alors, je dis 750 € par trimestre, en fait, c'est plutôt 740, mais on va prendre un chiffre rond à 750 € par trimestre, qui correspond à peu près à un revenu imposable de 14 000 € par an. Même si le revenu annuel n'est que de 4 000 €, si on est à titre principal, donc on n'a pas trouvé une solution pour être à titre complémentaire, les 750 € sont dus par trimestre. Alors, il ne faut pas croire que les soins de santé sont couverts par la cotisation de 35 € payée à la mutuelle. Moi, ça fait 5 ans que je travaille pour les entreprises en difficulté au sein de la Chambre de commerce, l'industrie du Brabant wallon. Et donc, on m'a déjà dit, ah oui, mais je suis en ordre de mutuelle parce qu'on a payé sa cotisation mutuelle. Ce n'est pas avec 35 € par mois qu'on peut payer des frais d'hospitalisation et autres. C'est bien avec la cotisation de 750 € qu'on est couvert au niveau des soins de santé et des autres éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a juste au niveau du statut des starters, les indépendants à titre principal qui sont starters, là ils ont une cotisation réduite, je pense que c'est de moitié la première année, mais c'est recalculé, mais voilà, c'est juste un petit peu pour info, pour essayer quand même d'être un peu complète. Tandis qu'un indépendant, lui, à titre complémentaire, s'il a moins de 1 548 € par an de revenus, il est exonéré, il ne doit pas payer du tout de cotisation sociale. Au-delà des 1 548 €, il va payer 20,5% sur ses revenus imposables. Donc, il n'a pas un minimum. La différence, c'est que lui n'a pas le minimum de 750 €. Et donc, dans le cas de celui qui va gagner 4 000 €, il va donner plus ou moins 500 € de loi sociale sur l'année. Pour les articles 37, j'ai parlé tout à l'heure, donc si on est époux ou épouse, là, il y a un plafond qui est de l'ordre de 7 000 €. Encore une fois, sur les sites des différentes caisses de loi sociale, vous savez retrouver les informations. Donc, le statut d'indépendant, lui, c'est aussi un complémentaire du conjoint indépendant à titre principal. Quelles sont les obligations de l'indépendant en matière de loi sociale? La première chose, il doit s'affilier à une caisse de loi sociale. Alors, en général, quand ils vont au guichet d'entreprise, le guichet d'entreprise, il a aussi une caisse de loi sociale. Donc, en général, quand il vient pour s'inscrire au guichet d'entreprise, on lui dit, est-ce que vous voulez que je vous inscrive aussi à la TVA? Comme ça, il doit payer, sinon ce serait gratuit. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre caisse de loi sociale, comme ça leur fait un client. Donc, en général, ça se fait quasiment automatiquement. L'indépendant a le choix de la caisse de loi sociale, il choisit la caisse de loi sociale qu'il veut. Il faut savoir qu'il y a des caisses de loi sociale et la plupart des caisses de loi sociale sont à la fois caisse de loi sociale et secrétariat social pour le calcul des salaires. Mais ce sont deux entités différentes, ce sont deux bureaux différents, ce sont deux employés différents. Donc, quand vous questionnez, c'est comme si c'était deux sociétés différentes, même si vous voyez le même nom qui apparaît. Alors, la caisse de loi sociale, elle gère pour compte de l'INASI les cotisations sociales des indépendants. Ce n'est jamais qu'un intermédiaire. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure.
On va calculer des cotisations, on va avoir des cotisations provisoires trimestrielles au départ, puis on va faire un calcul de la cotisation définitive après l'enrôlement, donc après qu'on sache le montant d'impôt et la base imposable, et sur base de ça, il y aura des cotisations de régularisation qui seront demandées. Il faut faire très attention parce que si les cotisations ne sont pas payées à l'échéance, il y a des majorations trimestrielles de 3%, des majorations annuelles de 7%. Ça peut faire des montants faramineux. Moi, j'ai eu une personne, je crois qu'elle avait une trentaine d'années d'indépendant, il y avait 11 000 euros de majoration. Donc, c'est vraiment, ça peut faire vraiment des montants faramineux. Madame Sophie Roland, si vous l'avez vu, fera un webinaire, je ne sais plus lequel, je ne sais plus à quelle date, mais en tout cas, elle fera un webinaire et elle vous expliquera, parce qu'on peut réduire à certains moments, on peut réduire, mais il y a un certain délai de prescription et autres, on peut faire une demande de levée, ça s'appelle faire une demande de levée de majoration, sous certaines conditions. Il faut faire attention aussi parce que depuis cette année-ci, elles ne sont plus fiscalement déductibles alors qu'elles étaient déductibles fiscalement. Donc c'est comme une amende en fait. Maintenant c'est devenu vraiment une amende alors qu'avant c'était des frais au niveau qui étaient déductibles des revenus qu'on avait. Alors, après un certain temps, c'est 1 an ou plus, je ne sais pas, parce que je pense que ça change d'une caisse de loi sociale à l'autre. Si les cotisations ne sont pas payées, le recouvrement est confié à un huissier. Alors, l'indépendant peut donc avoir une dette de loi sociale qui est en recouvrement chez l'huissier et une dette de loi sociale qui est gérée par la caisse de loi sociale. Et donc, moi, ça m'est arrivé au tout début, comme je ne connaissais pas ça, on est arrivé avec un papier de la caisse de loi sociale avec le montant des lois sociales qui était à payer, mais il y avait aussi un autre papier qu'il fallait ajouter, qui était le papier de ce qui devait chez l'huissier. Donc, il faut bien additionner les deux. Certaines caisses de loi sociale ont un logiciel qui est super parce que ça vous donne trimestre par trimestre le montant de la cotisation, les majorations de 3%, de 7%, ce qui a été payé, ce qui est en contentieux, ce qui est à la caisse de loi sociale. Ça, c'est ceux qui utilisent le programme Venturi. C'est vraiment super. Dans certaines autres caisses de loi sociale utilisent un logiciel où on n'a pas cette vue globale, mais on sait toujours avoir les informations. Elles répondent en général toutes rapidement, mais dans cette période de Covid, elles sont toutes débordées, donc ça met beaucoup plus de temps et on peut les comprendre. Donc, on va juste résumer ici un peu la ligne du temps. Imaginons quelqu'un qui commence en 2020. On va lui demander 750 € de cotisation par trimestre. Il pourrait payer plus, mais en général, il se contente de payer les 750 €, ce qui correspond à un revenu de 14 000 €. Il ne sait pas en 2020, il ne sait pas combien il va gagner. En 2021, son comptable va lui faire, début 2021, son comptable va lui faire sa déclaration d'impôt ou au mois d'octobre de l'année, ça arrive souvent, il va faire la déclaration d'impôt de la société. Donc là, il pourrait dire, le comptable, s'il a un bon comptable, il pourrait dire, écoute, attention, parce que tu as 20 000 € de revenus, tu n'as payé des lois sociales que sur 14 000 €, et donc tu pourrais avoir un rattrapage, une cotisation de régularisation de 250 € par trimestre et 1 000 € à payer. Ou en tout cas, il y a moyen de calculer, il y a des calculateurs en fonction des revenus. Donc là, le comptable pourrait déjà prévenir l'indépendant pour lui dire, attention, tu n'as pas payé suffisamment et tu vas avoir un rattrapage des cotisations de régularisation à avoir. Mais dans la réalité des choses, il l'aura peut-être à fin 2021 ou 2022, quand l'avertissement extrait de rôle sera envoyé et à l'indépendant, il sera également envoyé à la caisse de loi sociale qui là va faire le calcul de la cotisation définitive et là elle va demander les cotisations de régularisation à l'indépendant. Mais donc ça peut faire une très grosse régularisation en fonction du revenu qu'il y aura. Donc, un problème, c'est s'il n'y a pas de cotisations provisoires qui sont suffisantes. D'où l'intérêt où je disais c'est vraiment important d'avoir des compétences en gestion et de savoir que quand on a un revenu ou quand on a un bénéfice, eh bien, on sait qu'il y aura un minimum de 20,5% qui vont aller vers les caisses de loi sociale et que si on n'a pas payé suffisamment,
ben, tôt ou tard, on viendra réclamer la différence. Donc, il y a également les obligations en matière d'impôts. Donc là, on revient toujours, c'est toujours le citoyen qui doit payer des impôts. Et on paye les impôts de quelle manière? Mais en payant des acomptes. C'est pour ça que si on prend au niveau d'un salarié, d'un fonctionnaire, on va avoir sur une fiche de paye non pas le brut qui a été mis, non pas le brut moins l'ONSS, mais on va calculer un précompte professionnel qui est un acompte sur les impôts que l'on doit dans l'année. Donc, on est en 2020, on nous retire depuis le mois de janvier des acomptes pour payer les impôts de 2020. Si on est en société, donc si on a un indépendant qui est associé actif dans une société, en principe, la société doit également faire un prélèvement de précompte professionnel. Il doit faire des fiches de 325 comme sont faits, ou 280, comme on fait pour les employés ou pour les fonctionnaires. Mais ça, c'est dans la théorie que ça doit se passer comme ça. Donc parfois, il n'y a pas le gérant ne fait pas, ou l'administrateur délégué ne fait pas le nécessaire et ne paye pas le précompte professionnel pour les associés actifs de la société. Concernant les indépendants en personne physique, eux, ils ne payent pas de précompte professionnel, mais ils peuvent aussi, ou ils devraient payer des acomptes qui, eux, s'appellent des versements anticipés. Mais encore une fois, on se retrouve, si on sait calculer un précompte professionnel dans les deux premiers cas, parce qu'on sait quelle va être la rémunération qui va être octroyée et on peut imaginer la base imposable plus ou moins correctement, dans le cas où on ne sait pas quels vont être ces revenus. On ne sait pas quels vont être ces bénéfices à la fin de l'année. Et donc, on ne sait pas exactement le montant d'impôt qu'il faut payer. Donc, il y en a beaucoup qui ne payent pas d'impôts, qui ne font pas d'acompte d'impôts, qui ne font pas de versement anticipé. Certains qui ont des compétences en gestion ont bien compris qu'il fallait payer des impôts parce qu'on en paye beaucoup en Belgique. Et donc, ils peuvent, au travers d'une banque, souscrire un emprunt qui ne coûte pas très cher en intérêt, et là, ils remboursent tous les mois l'emprunt, et c'est la banque qui, elle, va payer tous les trimestres les versements anticipés d'impôts. En tout cas, pour tous, le calcul se fera avec l'envoi de l'avertissement extrait de rôle, où là, nous recevons tous à un moment donné un avertissement extrait de rôle avec un montant à payer ou à récupérer en fonction du montant des acomptes et peut-être des éléments déductibles qui peut y avoir. Donc, si on reprend la ligne du temps, en 2020, je commence mon activité, donc on devrait payer des acomptes des versements anticipés ou du précompte professionnel, en tout cas des acomptes d'impôts. En 2021, on va faire la déclaration d'impôt et donc là, on saura quel est le montant d'impôt exact qu'on va devoir payer. Le comptable pourrait dire, voilà le montant d'impôt qui sera à payer. Et le montant sera vraiment dû au moment où on recevra l'avertissement extrait de rôle. Ils vont très vite maintenant. Donc, ici, moi, j'ai eu le mien dans l'année 2020, pour l'année 2020. Donc, ça peut être fin 2021 ou fin 2021, début d'année 2022. On va savoir exactement quel est le montant d'impôt qui sera à payer. Et de là seront déduits les acomptes qui auront été retenus, soit qui ont été payés, le précompte professionnel ou les versements anticipés. Donc, la problématique se trouve aussi, s'il n'y a pas d'acompte versé, précompte professionnel ou versement anticipé, ben c'est la deuxième, c'est le deuxième coup de massue. Alors, quelles sont les obligations en matière d'impôt? Donc, tout citoyen qui perçoit un revenu est tenu de compléter une déclaration d'impôt sur TaxonWeb via son comptable ou lui-même, peu importe, mais en tout cas, c'est une obligation du citoyen. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est du citoyen. Donc, pour un employé, un ouvrier, il va remplir la partie 1. Pour un indépendant, il va remplir la partie 2. Et suivant qu'il est en personne physique ou qu'il est associé actif dans une société, ce seront des cadres différents. Dans le cadre de l'associé actif d'une société, alors ce qui peut arriver, c'est que des sociétés ou les entreprises, en général, ont beaucoup de problèmes de trésorerie, pour diverses raisons.
Et donc, c'est possible que la société déclare des rémunérations, mais qu'en réalité, elle ne soit pas vraiment payée au gérant ou à l'associé actif. Et donc, on se retrouve dans des situations où l'associé actif devrait payer des impôts sur des sommes que lui n'a pas perçues. Donc, un bon comptable dira, attention, si on est en société, j'ai vu que les déclarations, les montants qui ont été payés ne correspondent pas aux montants qui ont été déclarés. Est-ce qu'on ne ferait pas une rectification pour ne pas se retrouver à devoir payer des impôts sur des sommes qui n'ont pas été reçues? Alors, j'avais aussi deux autres remarques. Si la déclaration d'impôt n'est pas rentrée dans les temps, il y a une amende et alors il y a renversement de la charge de la preuve. Donc, c'est vraiment important pour tout le monde de rentrer sa déclaration d'impôt à temps. L'amende, on peut demander éventuellement une levée de l'amende et là, on demandera à Madame au courant si c'est possible et dans quelles conditions. Et le renversement de la charge de la preuve, mais ça veut dire qu'on doit prouver, avant c'est l'administration qui devait prouver qu'on n'était pas allé par exemple chez un client quand on fait des frais de déplacement, et par contre c'est de prouver qu'on a bien été chez ce client et qu'on avait bien des frais de déplacement, donc c'est ça le renversement de la charge de la preuve. Ça a l'air d'être anodin mais c'est quand même parfois important. Alors, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est s'il n'y a aucune déclaration de rentrée, il peut y avoir une taxation d'office. Donc, on est taxé d'office sur 19 000 € d'impôts, on majore les impôts, enfin, on se retrouve aussi avec des milliers d'impôts à payer. Si vous avez quelqu'un qui arrive comme ça à la médiation de dette, si l'avertissement extra-drôle date de moins de 6 mois, il est encore temps de rectifier le tir. Si c'est après 6 mois, c'est trop tard. Alors, obligations en matière de TVA. Donc, jusqu'à présent, on a parlé des obligations du citoyen, donc de la casquette citoyen. Là, maintenant, on va parler de l'obligation de l'entreprise, l'obligation en matière de TVA. Alors, quelles sont les obligations d'une entreprise en personne physique ou en société? C'est les soumises à la TVA. Il faut savoir que toutes les sociétés ne sont pas soumises à la TVA. Tout ce qui est paramédical, les infirmières ou médicales, les kinés, ne sont pas soumis à la TVA. Il y a certaines sociétés, pour diverses raisons, elles ne sont pas soumises non plus à la TVA trimestrielle. Il y en a, c'est des grosses sociétés, c'est mensuel. Il y en a, c'est annuel. Il y en a, c'est pas du tout. Donc, c'est une matière qui est aussi très particulière. Mais dans la majorité des cas, vous aurez des entreprises qui doivent faire des déclarations TVA trimestrielles. Là, je vous ai mis les dates. Et donc, elles doivent faire aussi des acomptes TVA tous les mois. Et là, c'est encore la même difficulté, c'est que tout le monde ne paye pas des acomptes de TVA. Donc, on se retrouve avec devoir tout payer au trimestre et parfois on ne sait pas payer. D'où les compétences en gestion qui sont vraiment importantes, de pouvoir gérer la trésorerie au niveau de l'indépendant. On doit rentrer aussi un listing TVA au 31 mars de l'année suivante. C'est le relevé des clients soumis à la TVA. Alors, il faut savoir que la TVA n'est pas très sympa, Si vous n'avez pas payé la TVA pendant 1 an, eh bien, la TVA va retourner voir les clients, cette fameuse liste de clients que vous avez, et elle va faire une saisie exécutoire chez ces clients en disant à ces clients, ils me doivent de l'argent, ils doivent de l'argent à la TVA, donc vous ne payez pas à l'entreprise, mais vous me payez à moi la TVA. Donc c'est vraiment l'horreur. Donc, il faut vraiment éviter d'arriver à cette situation-là. Alors, les déclarations TVA peuvent se faire via Intervat. Donc, s'il n'y a plus de comptable parce que le comptable n'est pas payé, il y a toujours possibilité avec la carte d'identité, des fichiers Excel et un petit peu de connaissances de comptable de pouvoir faire une déclaration TVA plutôt que ne rien faire. Mais le comptable a un rôle essentiel dans une entreprise, donc le comptable devrait être payé dans les premières personnes, ce qui n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, souvent, les indépendants ne payent pas les lois sociales parce que ça n'a pas énormément, quand ils ont des problèmes de trésorerie, ils ne payent pas les impôts, ils ne payent pas les lois sociales parce que ça n'a pas trop d'effet immédiat, puis ils ne payent pas leur comptable parce que souvent il est sympa et qu'il peut comprendre qu'il y a des problèmes de trésorerie. Par contre, son fournisseur, on sait que si on ne paye pas le fournisseur, on n'aura pas les fournitures et donc on va privilégier de payer ses fournisseurs.
Concernant la TVA, aucun plan d'appurement ne pourra être proposé tant que la dette n'est pas transférée au compte spécial. Alors, je ne saurais pas, Madame Aucourant pourra le dire, mais en tout cas, si pendant un trimestre, on n'a pas payé, vous dites, oh, je n'ai pas payé le 20 avril, je n'ai pas su payer, je vais prendre contact pour demander un plan d'appurement, c'est trop tôt, il faut attendre qu'il soit en compte spécial. Alors ça, c'est aussi important au niveau de la compétence en gestion. La TVA n'est ni une recette ni une charge. Elle est payée par le consommateur final et c'est l'entreprise qui joue simplement un rôle d'intermédiaire entre le consommateur et l'État. Donc, je vais vous expliquer le mécanisme de TVA. Donc, en général, on va chez le fournisseur chercher ses marchandises et donc on va payer au fournisseur le montant hors TVA avec la TVA et on va payer le montant total. En charge, en fait, ça ne coûtera que 2 500 € à l'entreprise. Mais elle doit quand même payer les 525 € au fournisseur. Quand elle va faire ses factures de vente, il y aura 10 000 € qui lui reviennent à elle. Elle devra appliquer 2 100 € qui vont aller à la TVA. Et donc, son client va lui payer 12 100 €. Mais dans la réalité des choses, elle a perçu, ou en tout cas, elle a facturé 2 100 € et elle a eu des factures de fournisseurs avec 525 €. Donc, elle va pouvoir, si on fait la balance entre les deux, elle devra payer 1 575 € à l'État. Et donc, en principe, elle devrait faire des acomptes de 525 €. Si on a de bonnes compétences en gestion, on sait bien gérer sa trésorerie, on pensera à payer 525 € d'acompte les mois qui suivent pour ne pas devoir payer une somme globale. Et légalement, de toute façon, en principe, ça doit être fait. Alors, on se retrouve avec que faire en cas d'endettement. Donc, je pense que la plupart derrière vos écrans, vous devez faire face à cette difficulté. Alors, la première chose, il faut analyser la situation. Pour analyser la situation, l'idéal, ce serait de demander au comptable une situation au 30 septembre. Ici, on pourrait dire qu'il a encodé toutes les factures d'achat, toutes les factures de vente, puisqu'il a fait la déclaration TVA du 3e trimestre. Et donc, il pourrait déjà donner une situation pour cette année-ci, il pourrait donner une situation de l'année dernière, ce qui permettrait d'avoir une idée de ce que la personne peut gagner. Si on n'a pas de comptable parce qu'il est perdu en chemin, parce qu'il n'était pas payé et que ça faisait trop longtemps qu'il n'était pas payé, via MyMinFin, c'est possible d'aller voir, et la carte d'identité, c'est possible d'aller voir dans la partie 2, là où je vous ai dit, la déclaration d'impôt et savoir combien de revenus combien de revenus il y avait, quel était le chiffre d'affaires, quelles étaient les charges, quel était le bénéfice. Et je pense qu'un compte d'exploitation est également téléchargé. Mais là, nous avons Pierre Romain qui est comptable, qui vient aussi, c'est le tout dernier séminaire, et lui pourra donner les explications complémentaires, rectifier, ajouter tout ce que je n'aurais pas dit aujourd'hui sur ce point-là. Alors, il faut demander une liste des dettes, mais ça, c'est ce que vous faites déjà maintenant. Et il faut essayer de réduire les dettes. Et ici, avec les indépendants, il y a moyen de réduire les dettes de loi sociale notamment. Donc là, Madame Roland expliquera ça dans un séminaire. Et donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On peut faire des demandes de dispense, on peut faire des demandes de levée de majoration, on peut demander des réductions de cotisations sociales. Et donc, on peut vraiment réduire le montant des dettes. J'ai eu un cas où il y avait 18 000 € de dettes. Si tout avait été accepté, il n'en aurait eu que pour 8 000. Donc, ça vaut vraiment la peine d'essayer de creuser cette piste-là avant toute autre chose pour savoir quel est le montant réel de dette qui est dû. Alors, quelles sont les solutions? Les solutions que vous connaissez, les plans d'appurement à l'amiable, voir ce qu'on peut rembourser. Le règlement administratif de dette, la surséance indéfinie, qu'on soit indépendant ou employé ou chômeur, ce sont les mêmes choses. Madame Aucourant en parlera beaucoup plus. On peut demander de l'aide à un médiateur d'entreprise. Donc, ça, c'est le tribunal de l'entreprise vous pouvez faire demande au tribunal d'entreprise pour avoir un médiateur qui va jouer justement ce rôle de médiateur entre les créanciers et l'entreprise. On peut également évaluer si une PRJ est une solution pertinente. Alors, je ne suis pas très fan de la PRJ. Elle est à l'étude pour être
moins onéreuse et ne plus être, je pense que ce ne sera plus publié à la BCE. Donc il y a en tout cas des choses qui vont changer au niveau de la PRJ ou qui devraient changer, ou en tout cas il y a une certaine volonté dans ce sens-là. Qu'est-ce que c'est qu'une PRJ? On gèle toutes les dettes, on prend toutes les dettes, on gèle toutes les dettes, le temps de proposer un plan d'appurement. On peut même faire une réduction jusqu'à 80% de la dette, donc si on doit 100 000 euros, on pourrait diminuer à 20 000 euros. Mais c'est tout un mécanisme de vote et autres. Là, M. Bouvier vous en parlera. Et puis après, on peut faire des plans d'appurement sur 3 ou 5 ans. Pour qu'une PRJ puisse fonctionner, si la personne n'a plus un rond pour avoir un fonds de roulement, la PRJ, elle est foutue. Ce sera une faillite, ce sera une antichambre de la faillite. Donc les entreprises aiment bien la PRJ parce qu'ils disent je vais pouvoir continuer encore. Mais quand on est en PRJ, on a difficulté pour avoir l'accès au financement. Et si on n'a pas un fonds de roulement, c'est pas possible. On va geler toutes les dettes, mais les fournisseurs vont dire mais alors tu me payes tout de suite parce que moi je fais plus crédit. Donc c'est quand même assez, voilà, ça peut être une solution, mais ce n'est pas la solution miracle. Il y a la cessation volontaire. Parfois, il vaut mieux, même s'il y a beaucoup de dettes, mais que c'est quand même gérable dans le temps, il vaut peut-être mieux faire une cessation volontaire pour essayer de conserver la maison dans certains cas. Ça peut être une solution. Et alors, il y a la faillite. Alors maintenant, avec la requête en effacement pour les personnes physiques, donc pour les sociétés, ça n'existe pas. C'était l'ancienne clause d'excusabilité qui existait avant 2018. Mais M. Bouvier vous en parlera aussi. Alors là, c'est là où on attaque le plus gros morceau. Il me reste 18 minutes pour le tout. C'est un gros morceau. J'espère que je ne vais pas trop vite. C'est un petit peu l'inconvénient du webinaire. Voilà. Alors, un exemple d'une situation comptable. Donc ça, c'est la situation que le comptable va faire et c'est la situation qui va être en général annexée à la déclaration d'impôt et qui va permettre d'avoir la base imposable. Donc, on part hors TVA. Donc, on prend le chiffre d'affaires, mais on le prend hors TVA, parce qu'on a bien expliqué que la TVA, ce n'était jamais que faire un officier, un intermédiaire pour le ministère des Finances. Donc, on prend tous les frais hors TVA et tout le chiffre d'affaires hors TVA. Donc, on pourrait dire qu'il a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui est rentré dans l'entreprise. C'est un plus. Et ensuite, il a payé des marchandises. Il a payé ses frais généraux, donc il y a eu des frais généraux, le téléphone, les loyers, l'électricité. Il y a aussi les amortissements, qui est une notion qui n'est pas toujours facile à comprendre. Un amortissement, si on achète par exemple une machine à 6 000 euros et qu'on va la garder à la durée de vie de 4 ans, on va l'amortir sur 4 ans. Donc on dit 6 000 euros divisé par 4, ça fait 1 500 euros. Donc c'est une part de frais sur un investissement. Donc c'est déjà une notion qui est très, très compliqué à comprendre et à assimiler pour certains, d'où la raison pour laquelle je reviens toujours avec cette notion de gestion. Il y a les intérêts financiers, hein, les intérêts qu'on paye sur les crédits. Et là, ça donne le bénéfice brut. De là, on retire les cotisations sociales. Donc, c'est les cotisations sociales, ce sont les cotisations sociales qu'il a payées. Pas celles qu'il aurait dû payer, mais celles qu'il a payées. Donc, si on lui a réclamé 4 trimestres, qu'il n'en a payé que 3, ne viendra en déduction que les 3 trimestres et pas les 4. Donc ici, on va estimer qu'il a payé ces 4 trimestres de 3 000 euros. Ça lui fait un imposable de 22 000 euros. Et comme il ne savait pas quel était son revenu, parce qu'il n'avait pas la trésorerie, parce qu'il a eu plein d'excuses pour ne pas payer de versement anticipé, il n'a pas payé de versement anticipé d'impôt. Et donc, vous, en voyant ça, vous pourriez dire, ben, donc, il a 22 000 euros par an, donc ça fait un revenu de 1 833 par mois. Et vous voudriez peut-être comparer ça à des fiches de paie de personnes. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des impôts qui étaient à payer et qu'on devait payer des lois sociales de 21, c'est pas 21, c'est 20,5%, mais avec la cotisation de gestion de la caisse de loi sociale, ça revient à peu près à 21%. Et donc, ça veut dire qu'il a payé que 3 000, mais il aurait dû payer 2 250 euros en plus de lois sociales. Et il avait aussi des impôts à payer qu'il n'a pas payé, ou il aurait dû faire des versements anticipés pour 4 937 qu'il n'a pas fait. Donc, si on déduit ces deux montants-là,
Mais ce n'est plus 22 000 euros, mais 14 000 euros, et ce n'est plus que 1 234 euros par mois qu'il a. Et encore, ce n'est pas tout à fait correct parce que là, on part sur base de factures d'achat et factures de vente. Et donc ici, on voit bien qu'il faudrait que s'il a des compétences en gestion, il va peut-être se dire, il faut que je mette de côté 7 187,50 € parce qu'on va me les demander à un moment donné ou à un autre. Donc s'il ne les paye pas en 2020, en 2021, il devrait quand même savoir qu'il va devoir payer et mettre de côté parce qu'on va lui demander à un moment donné des montants. Et là, c'est là où les Romains s'empoignèrent quelque part, c'est que la personne, l'indépendant, lui, ce qu'il voit, c'est sa trésorerie, c'est-à-dire ce qui rentre sur son compte en banque, ce qui sort sur son compte en banque. Le comptable, lui, il voit les factures dont il retire la TVA, et qui lui fait une situation, et ça c'est la situation que légalement le comptable doit faire, mais dans la réalité des choses, c'est la trésorerie qui intéresse et qui permet à l'indépendant de vivre. Et donc j'ai pris un exemple ici sur les 50 000 euros de chiffre d'affaires, il aurait dû en encaisser 60 500 avec la TVA. Mais imaginons qu'un client, parce que tous les clients ne payent pas pour une raison ou pour une autre, valable ou pas valable d'ailleurs. Ici, on peut imaginer qu'il a un client de 10 000 euros hors TVA qui n'a pas payé. Et bien dans la réalité des choses, il aurait reçu seulement 48 400 € qui seront vraiment rentrés sur son compte en banque. Les achats, il aura dû les faire TVA comprise, donc il n'a pas sorti 10 000 euros, mais 12 100 €. Les frais généraux, ce n'était pas 13 000 euros, mais 15 730, ça c'est ce qu'il a dû sortir. Et la machine, en fait, il rembourse un emprunt et ça lui coûte 3 000 € sur l'année. Et on n'a pris que 1 500 € d'un amortissement, d'un investissement. Donc, il y a une différence au niveau de la liquidité. Et imaginons que donc il a un client qui n'a pas payé une facture de 10 000 €. Eh bien, lui, l'administration, elle ne s'occupe pas de savoir si on a perçu ou pas la TVA sur la facture. Les 2 100 € devront être payés à l'administration, à la TVA. Et on va imaginer qu'il a toujours payé ses 3 000 € de provision de loi sociale. Donc en réalité, si on retire tout ce qui est rentré sur le compte et tout ce qui est sorti, il a eu 12 470 et donc il devait vivre avec 1 039 €. Donc on est passé de 1 833 à 1 039 €. Voilà, donc c'est un petit résumé. J'espère que je n'ai pas été trop vite. J'espère que vous avez compris. Je ne lis pas les questions qu'il y a sur le côté, donc je ne sais pas exactement si toute cette notion a bien été comprise, en tout cas dans sa globalité, mais je suis sûre que M. Romain fera ça très bien lors du dernier séminaire. Alors, quel revenu après une cessation d'activité? Alors, on a le droit, l'indépendant a le droit aux allocations de chômage s'il arrête son activité d'indépendant. Il y a droit s'il a au moins 6 mois d'indépendant et moins de 15 ans. Il a le droit aux allocations de chômage, sauf s'il a été mis dehors pour faute grave par son employeur. Donc, s'il était sous contrat de travail, il a quitté son employeur. Il est indépendant, après 5 ans, il dit ça ne marche pas, j'arrête, il a droit au chômage. S'il a été licencié par son employeur et qu'il s'est dit, alors c'est l'occasion, moi je vais me lancer comme indépendant, s'il n'y a pas de faute grave, il a le droit au chômage après les 5 ans d'indépendant s'il arrête. Et s'il bénéficiait des allocations de chômage, évidemment, il y a droit. Mais toute la période, ça je l'ai dit tout à l'heure, toute la période d'indépendant, ne comptera pas dans le passé professionnel de la personne. C'est comme si cette période-là n'avait pas existé. On retire vraiment toute cette partie-là. Alors, s'il n'a pas droit aux allocations de chômage, et uniquement s'il n'a pas droit aux allocations de chômage, il pourrait éventuellement avoir le droit passerelle. Alors moi j'ai déjà entendu des curateurs qui disaient à tous les faillis, mais vous avez le droit au droit passerelle, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce qu'il a droit aux allocations de chômage? S'il a droit aux allocations de chômage, il n'a pas droit au droit passerelle. Alors le droit passerelle, il y a 4 raisons pour lesquelles on peut avoir ce droit passerelle. Je les ai écrites toutes les 4. Il faut avoir payé 4 trimestres sur les 16 derniers. On peut, suivant l'ancienneté, on peut avoir 1 trimestre, 2 trimestres ou 12 mois.
Et pour ceux qui ont plus que 15 ans d'indépendants, ils peuvent avoir même 2 fois 12 mois. Mais pas 24 mois d'affilée, mais 2 fois 12 mois. S'ils n'ont pas le droit aux allocations de chômage pour quelque raison que ce soit, alors ils doivent demander le revenu d'intégration sociale. Mais je pense que je suis bonne parce qu'il est 13h50 et je peux vous parler maintenant de l'outil réaction. Donc, moi, je suis conseillère réaction à la Chambre de commerce et de l'industrie du Brabant-Wallon. La Chambre de commerce est un opérateur de la région wallonne via la SOGEPA. La SOGEPA, elle coordonne le dispositif réaction, mais c'est un dispositif qui est gratuit et qui est financé par la région wallonne pour les entreprises de moins de 10 personnes. Maintenant, dans la réalité des choses, si c'est une société plus importante qui vient vers nous, on donne toujours les informations qui sont nécessaires. Alors, qu'est-ce que c'est que le dispositif réaction? C'est un programme d'accompagnement économique et financier pour les entités qui traversent une période de difficulté passagère. Donc, les entreprises qui sont en difficulté passagère peuvent venir chez nous pour voir, mais que faire? Parce que l'indépendant, il est toujours très seul finalement. S'il a des difficultés, ben, il ne sait pas trop en parler à ses fournisseurs, il ne peut pas en parler à ses clients, parler à la famille, ce n'est pas toujours évident. Et pouvoir en parler avec quelqu'un qui connaît et qui peut donner des conseils généraux, ben, en général, ça leur fait du bien. Donc, on a un rôle de coach à 50%, je vais dire un rôle de coach, de clarificateur de la situation, les solutions qui sont envisageables. Donc, moi, souvent, je rédige, voilà, suite à ce qui a été dit, la situation est celle-là. Et donc, quelles sont les options possibles, plan A, plan B, plan C, plan D, avec les avantages de chacun. Je redirige suivant les possibilités, on peut renvoyer vers des chèques entreprises, mais en tout cas, nous, on ne fait pas un accompagnement de longue durée avec ces personnes, parce que nous ne sommes pas nombreux, je ne pense pas que c'était cette volonté-là, il y a d'autres structures qui peuvent le faire. Donc, c'est un accompagnement économique et financier, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de financement de la SOGEPA, mais la SOGEPA au départ était vraiment créée, ou en tout cas pour des grandes entreprises comme ArcelorMittal, Dem Peppers, de Robor, Caterpillar, enfin voilà, des grosses entités. Et donc là, il y a une volonté maintenant d'essayer de pouvoir aussi financer des entreprises de moins de 10 personnes. Donc ça c'est via le dispositif Réaction. Mais il faut qu'il y ait du personnel, il faut que ce soit qu'il y ait un ancrage fort en Wallonie, des perspectives d'avenir importantes. Quelque part, ça ne va pas être pour financer, pour donner un petit peu du bois de rallonge pour une entreprise survivre encore quelques semaines ou quelques mois. Donc, c'est réaliser un diagnostic à 360 degrés, apporter les solutions les plus pertinentes. Ça peut être des solutions marketing, ça peut être des plans d'appurement. Voilà, chaque cas est particulier. Du temps où il y a encore quelques mois, en général, on voyait les personnes 2 heures. Je demandais d'avoir les informations chiffrées. On a besoin d'avoir les informations chiffrées pour pouvoir donner donner notre avis sans information chiffrée. Souvent, les gens veulent venir avec leurs problèmes. Vous voyez, j'ai un problème avec les impôts ou j'ai un problème avec ça, je comprends tout à fait, mais on a besoin d'avoir une photographie de l'instant présent avec toutes les informations pour voir quelles sont les solutions qui sont possibles. Si quelqu'un arrive et qui fait 15 000 € de bénéfices par an, et qu'il a 80 000 € de dette, ben, il n'arrivera jamais à payer et il ne fera jamais que creuser un trou d'un côté pour en reboucher un autre. Donc, c'est vraiment donner une orientation à la société. Et donc, la manière dont on travaille avec certains médiateurs médiateurs de dette, pardon, on nous donne les informations qui sont à collecter. Donc, quels sont les revenus de la personne, un compte d'exploitation, les revenus de la personne, la liste de toutes les dettes, et puis en fonction de ça, on peut déjà donner un avis et dire voilà, non, passez-nous le dossier, on va gérer, il y a moyen de trouver des solutions pour faire survivre la société ou non, ou l'entreprise, pardon, et si pas, on va devoir amener vers la société. La seule solution, c'est la faillite, ou c'est une obligation, parce que la faillite, si on est en rupture
en rupture de paiement et en rupture de crédit, on doit faire aveu de faillite. Je vous ai mis le lien vers la SOGEPA pour avoir un petit peu d'explication sur le dispositif. Il n'y a pas encore beaucoup de communication, c'est assez jeune comme outil. En tout cas, Réaction est assez jeune comme outil, même si avant Réaction, il existait Rebond, et avant Rebond, il y avait le centre d'entreprise en difficulté. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'outils de communication. Et donc, moi, je vous propose, suivant la région, d'envoyer soit des dossiers, si vous avez des dossiers sur lesquels vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer le dossier, on donnera notre avis. Vous pouvez les envoyer chez moi ou chez Sébastien. Comme je vous ai dit, il y avait un pôle financement, il y a un pôle accompagnement. Donc, Sébastien et moi, on est plutôt dans l'accompagnement et Maxime et Rita sont plutôt dans la constitution de dossiers financiers. Donc, dans la réalité des choses, pour toute la Wallonie, nous sommes à 2 pour gérer tous les cas, raison pour laquelle nous ne pouvons pas prendre tous les indépendants qui arrivent chez vous, ce ne serait pas possible de le faire. Voilà, je vois qu'il est 13h56. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop vite, avoir été complète et compréhensible. Défi relevé, Marie. Merci beaucoup. Voilà, certains participants ont posé des questions dans la conversation. Donc, Sabine va faire une petite synthèse de ces questions et voir les réponses que vous pouvez y apporter. En tout cas, des messages que j'ai vu passer, votre exposé a été très apprécié, en tout cas. C'est le principal. Je suis contente de démystifier. Nous n'en doutions pas. Sabine. Oui, voilà, donc on a quelques petites questions en effet qui reprennent les différentes thématiques que vous avez développées. Tout d'abord, concernant l'activité à titre complémentaire, la question est posée de savoir si un demandeur d'emploi peut exercer donc une activité à titre complémentaire en tant qu'indépendant. Alors, il existe le plan tremplin. Il faut que le demandeur d'emploi n'ait pas été indépendant, je pense, mais là, il faudra aller voir sur le site de l'ONEM, depuis moins de 5 ans. Et à ce moment-là, il peut même bénéficier de ses allocations de chômage pendant 1 an et exercer à titre complémentaire son activité indépendante. Ou alors, il peut le faire, ça peut se faire aussi via, moi je le conseille, justement pour les compétences en gestion, via les SAS, donc S-A-A-C-E, il y a Azimut, enfin les couveuses d'entreprise, via une couveuse d'entreprise. Mais en tout cas, un indépendant peut le faire, donc un demandeur d'emploi peut le faire. Par contre, il y a aussi, au niveau du demandeur d'emploi, quelqu'un qui a son boulot et qui avait une activité complémentaire, mais qui travaillait temps plein, qui est licencié et qui a travaillé temps plein et qui était en même temps 3 mois. Il faut que les 2 activités étaient exercées en même temps, donc complémentaire et travailleur salarié. S'il perd son emploi, il doit faire la demande au chômage et à ce moment-là, il peut garder son statut complémentaire. Et là, je n'en ai pas parlé dans le slide, effectivement. On pourrait être complémentaire de son chômage. Mais en tout cas, on ne peut pas dire je vais commencer comme complémentaire de mon chômage une nouvelle activité demain, sauf via le dispositif tremplin. Ok, merci bien. Autre question concernant toujours ces activités à titre complémentaire, notamment donc les personnes sous le régime de l'article 37, donc qui sont assimilées au statut d'indépendant complémentaire. La question qui est posée, c'est de savoir si ces personnes présentent des risques lorsque la société donc, pour laquelle ils exerçaient fait faillite. L'entreprise, c'est eux. Hein. L'entreprise, c'est eux. Donc on revient, le citoyen, il est en article 37 et paye des cotisations en tant que citoyen complémentaire, mais il a un numéro d'entreprise et son entreprise peut être mise en faillite, effectivement. Ok, voilà, donc ça c'était des questions par rapport aux indépendants. Je vois aussi qu'une personne réagit en mettant, donc une personne qui est en maladie peut également demander à être indépendant complémentaire avec l'accord de l'INAMI à raison donc de 7,50 € par semaine. Voilà.
Attendez, parce que c'est madame donc, qui a posé la question qui précise, c'est dans le cadre d'une personne physique et pas dans le cadre d'une société. Donc, je reviens sur la question de Ça revient au même, hein. Elle est personne voilà. physique. Donc, on revient dans les tout premiers slides. Vous aviez la petite madame avec les 2 casquettes. Donc, elle a sa casquette où elle doit payer des cotisations sociales parce qu'elle est travailleur, mais elle est entreprise. Et en tant qu'entreprise, si elle a des dettes, si son entreprise est, si elle ne paye pas ses fournisseurs, effectivement, elle peut être tout à fait, l'entreprise sera mise en faillite ou elle pourra faire aveu de faillite. Parce qu'il faut savoir que les premières administrations qui mettent il y a un moratoire pour le moment sur les faillites jusqu'au 31 janvier, je pense. Et donc, ça veut dire que personne ne peut, donc ni un créancier, personne ne peut demander la faillite. Mais on peut toujours faire aveu de faillite. Et donc, imaginons qu'elle ait des dettes aux impôts et à la TVA. Le ministère des Finances, la TVA, pourrait demander la faillite de cette personne, qui est en article 37 tout à fait. Hein. Autre dernière question concernant un peu le statut de l'indépendant, la qualification, c'était la question de savoir si, en effet, l'indépendant qui n'a pas la qualité d'entreprise et qui donc ne peut pas faire aveu de faillite, a-t-il en effet porte ouverte au niveau du règlement collectif de dette? Oui, c'est toute la question de la qualification hein, d'entreprise ou de non-entreprise qui ouvre la porte soit de la faillite ou du RCD. C'est vous qui allez répondre à la question. Au niveau du règlement collectif de dette, apparemment, le tribunal du travail, mais ça c'est vous qui me l'avez appris, le tribunal du travail estime que si c'est un associé actif qui perçoit, donc il y a la perception, un associé actif qui ne percevrait pas de revenus, c'est peut-être pas la même chose, mais en tout cas un associé actif qui perçoit, par rapport au tribunal de l'entreprise, c'est considéré comme une entreprise. Il ne peut pas rentrer dans le règlement collectif de dette tant qu'il n'aura pas quitté ce statut d'indépendant depuis 6 mois. C'est toute la problématique hein, de la notion de gérant, hein, parce qu'il y a des problèmes de jurisprudence différente entre les arrondissements, entre la qualification, entre gérant, est-il une entreprise ou pas. Et c'est vrai que si la porte se ferme au niveau de la faillite, la porte peut en effet s'ouvrir au niveau du règlement collectif de dette. Donc ça, c'était pour, en effet, toutes les questions relatives au statut de l'indépendant. On a d'autres questions concernant les impôts. Quelqu'un nous demande de réexpliquer le mécanisme de renversement de la charge de la preuve lorsqu'il y a une absence de déclaration. Déclaration d'impôt. Alors ça, c'est propre à tout le monde. Imaginons que vous fassiez vos frais réels, vous faites Charleroi-Bruxelles tous les jours, vous achetez une voiture et vous dites, moi, les frais forfaitaires, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais faire en sorte que je vais mettre tous les frais réels de déplacement. Et donc, je vais dire qu'à telle date, je suis allée à tel endroit et j'ai fait X kilomètres à tel droit. Enfin, voilà, on va faire toute une note de frais en disant, voilà, tous les frais que j'ai eus. Je suis allée au restaurant et compagnie. À la limite, au restaurant, on va dire, écoutez, prouvez-moi que c'était bien avec un client que vous êtes allé au restaurant. Et donc, si on rentre la déclaration dans la déclaration dans les temps, ce sera quelque part l'administration a prouvé qu'on n'a pas été au restaurant avec, c'est peut-être pas un bon exemple, mais en tout cas qu'on n'a pas été au restaurant avec un client, tandis que quand il y a le renversement de la charge de la preuve, ce sera à nous de prouver, à la limite, il faudra une attestation du client pour dire je suis client et nous sommes bien allés ensemble à cette date-là au restaurant. Donc il faudra, c'est le renversement de la charge de la preuve. Okay, merci. Alors, petite dernière question. J'ai repris la question telle qu'elle, mais je ne sais pas si elle est précise. C'est une personne qui demande pourquoi ne pas directement déclarer les montants réels pour les rémunérations. Parce que l'indépendant ne le sait pas. Donc, l'idéal, quand on est dans une société indépendante, donc l'associé dans une société, il crée sa société, eh bien, moi, je vais me payer tous les mois 1 500 €. Et donc, la société va payer du précompte professionnel et on va faire sur les 1 500 € multiplié par 12, on va dire qu'on va faire une cotisation provisoire qui soit adaptée au niveau de l'ONSS. Qui soit plus ou moins adapté. Et donc là, on sait le faire. Mais par contre, imaginez un gars, il vient d'ouvrir, il est en personne physique, il vient d'ouvrir son restaurant, il est incapable de savoir quel va être son revenu
pour l'année 2020. Je ne vais pas parler de 2020, je vais même parler de 2019. 2020 a été un peu spécial pour tous les secteurs, mais c'est difficile. Donc, on peut faire sur une estimation du revenu qu'on va avoir, mais le revenu qu'on aura vraiment, on l'aura qu'à la fin de l'année. Et d'où un bon comptable va faire des situations intermédiaires et va guider la personne. Mais encore faut-il que la personne ait les compétences en gestion que pour pouvoir comprendre. Et puis quand un comptable il prend du temps pour l'expliquer, ça ne se fait pas gratuitement non plus. Donc on veut des honoraires de comptable rétrécis avec un service maxi, et ça c'est pas toujours évident. Et puis ils sont dans leur boulot au départ. Voilà, ils ne sont pas très à l'écoute du comptable. Merci bien. Alors, on passe à un autre domaine, la TVA. Une personne demandait ce qu'était le compte spécial. Alors, Madame Maucourin a déjà donné une petite explication dans le chat, donc vous avez déjà la définition, mais si vous voulez peut-être le réexpliquer en tout cas oralement. Mais écoutez, le compte spécial, en gros, je l'ai dit, c'est parce que ce sont deux administrations. Moi, c'est parce que c'est dans mon expérience de 5 ans que j'ai essayé de vous remettre des petites choses que moi j'ai vécues. Et je me suis dit, mais on va faire une demande de plan d'appurement au niveau de la TVA. Eh bien, ce n'est pas possible tant que ce n'est pas en compte spécial. Et donc, c'est une administration différente. C'est un bureau différent c'est un bureau de recouvrement qui va gérer ça, et ce n'est plus le bureau qui reçoit les déclarations TVA. Mais Madame Aucourant donnera les explications. Elle a donné une belle petite explication déjà dans le chat, donc pour ceux qui veulent en prendre connaissance en tout cas. Encore au domaine des cotisations sociales, la question était de savoir est-ce que les demandes de dispense peuvent être demandées à n'importe quel moment de l'année? Oui. Alors, la demande de dispense, si on le demande, on est aujourd'hui au 4e trimestre de cette année, on peut demander pour les 4 trimestres hors Covid. Donc, hors Covid. Donc, la règle générale pour les dispenses, c'est les 4 trimestres qui précèdent le trimestre actuel. Nous sommes au 4e trimestre de 2020. Donc, on peut demander pour les 3 premiers trimestres de 2020 et pour le 4e trimestre de 2019. Donc ça, je peux le faire jusqu'au 31 décembre. Mais en tout cas, si je le fais le 1er janvier, je ne pourrai plus demander pour le 4e trimestre 2019. Maintenant, il faut savoir qu'auparavant, au niveau des dispenses, donc il y a, je dirais, 3 ans, mais là, Madame Roland précisera, avant, la dispense, c'est si on était malheureux, sincère et malheureux et de bonne foi, et qu'on ne savait vraiment pas les payer, à ce moment-là, on pouvait obtenir la dispense. Et c'est comme ça que d'année en année, il y avait des sociétés des entreprises qui étaient malheureux et de bonne foi, et sincèrement, ils gagnaient 4 000 € par an, et donc ils ne savaient pas payer. Mais ça veut dire qu'ils ne cotisent pas à la sécurité sociale. Et donc, il y a eu un gros changement à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça maintenant c'est l'INASTI. Avant, je pense que c'était le ministère des Affaires sociales qui gérait les dispenses. On a dit, est-ce qu'il y a un élément exceptionnel qui fait que cette année-ci, vous ne sachiez pas payer vos cotisations, et que si on vous donne la dispense, mais vous pourrez continuer votre activité par après. Est-ce qu'il y a un incendie, une maladie, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un élément particulier? Moi, je dis toujours, en cas de faillite, ça c'est vraiment important, en cas de faillite, demandez toujours, même avec requête en effacement, il faut toujours faire une demande de dispense, parce qu'en fait, il va y avoir l'effacement. Et donc, il ne faudra pas payer ces cotisations, mais comme elles ne seront pas payées, la personne ne sera pas couverte au niveau de ses soins de santé, parce que les cotisations ne sont pas payées. Il faut savoir qu'au niveau des cotisations, on est en 2020, pour être en ordre au niveau des cotisations pour des soins de santé, il fallait être en ordre de cotisation en 2018. Et donc, si on n'a pas payé un trimestre de 2018 et qu'on est malade en 2020 et qu'on doit se faire hospitaliser, on n'est pas en ordre au niveau des soins de santé, et donc l'hôpital pourrait faire des problèmes. Donc, la dispense, on peut le demander à n'importe quel moment de l'année. Et il faut savoir qu'il y a la prescription. Donc, alors, une fois que la dispense, maintenant c'est changé, avant il n'y avait pas d'appel. Donc, vous avez décidé que si vous n'aviez pas le droit à la dispense, vous n'aviez pas le droit à la dispense. Ici, on a quand même le droit d'aller s'expliquer à la commission des dispenses, mais je pense que c'est dans les 10 jours de la réception de l'avis, et il faut bien motiver. Et la motivation, c'est pas je suis malheureux et de bonne foi, c'est il y a un élément exceptionnel. Et d'ailleurs, les formulaires de dispense actuels sont totalement différents du formulaire de dispense d'il y a 3 ans. Merci bien.
On nous demande, attendez, je vais d'abord faire l'ensemble des questions donc, qui ont été posées durant, puis je reviendrai vers les questions qui sont posées mais à l'heure actuelle. Donc, il y avait une dernière question, notamment dans le cadre où le CPAS est sollicité donc, par un indépendant pour obtenir une aide finalement de ce CPAS. L'assistante sociale nous fait mention qu'elles ont besoin des revenus précis et actuels pour pouvoir donc examiner le dossier et apprécier. Et quels seraient alors les documents comptables, quels seraient les éléments sur lesquels elle pourrait bénéficier pour pouvoir le faire? Alors, on va imaginer qu'il n'y ait pas de comptable. S'il y a un comptable, on peut toujours demander. Imaginons qu'il n'y a pas de comptable, à ce moment-là, vous pouvez aller avec la carte d'identité du bénéficiaire. Il faut aller sur Intervat. Et là, vous allez avoir les déclarations TVA, pour autant que les déclarations TVA ont été rentrées. Hein, ça, c'est encore un autre problème. Et là, ça permet de savoir, donc il y a la case de 01, 02, 03 et 45, je pense, qui sont... il y a quelqu'un qui essaye d'appeler, en fait, dans les webinaires, qui sont le chiffre d'affaires qui a été fait, hors TVA. Donc, ça permet au moins de savoir ce qu'il a comme revenu, entre guillemets. Et dans les autres cases, je ne sais plus si c'est 4, parce que maintenant ça se fait tous par programme, donc c'est 81, 82, 83, je pense. On a les achats, le montant des achats, le montant des investissements et le montant des frais généraux. Et donc là, il y a une possibilité de... Voilà. Peut-être que ce serait intéressant que M. Romain montre peut-être une déclaration TVA pour répondre peut-être à cette question-là. Pour obtenir en fait une image des revenus, je veux dire, en plus ou moins en temps réel, quoi. C'était par rapport à ça. Mais le temps réel, ou alors on prend toutes les factures, quoi. Mais en tout cas, en général, ils ont fait, si on est au mois de novembre, on pourrait savoir au mois pour le premier trimestre, le deuxième et le troisième trimestre, on pourrait avoir un indicateur via les déclarations TVA, via ces fameuses cases TVA. Donc là, moi, je veux bien donner, ou M. Romain, donner les cases TVA pour savoir les montants. J'aurais pu le faire, j'aurais pu le mettre dans le PowerPoint. À la limite, si on attend, je veux bien mettre dans la TVA, je veux bien mettre les cases. Okay. Avant que vous donniez le PowerPoint. Ça va, il y a notamment une participante donc, qui répond à cette personne en disant qu'il y a sur le site du SPP Intégration Sociale aussi un manuel pour les CPS, pour les aides aux indépendants. Et donc, on mettra aussi éventuellement le lien vers ce manuel pour compléter donc l'information. Autre question, là, c'est une question qui a été posée donc, en cours. Une personne qui a fait une cessation d'activité et qui introduit un RCD aura-t-elle droit aurait-elle droit au droit passerelle, j'y arriverai, excusez-moi, dans ces conditions-là? Mais c'est peut-être une question peut-être qui... Moi, je peux répondre au niveau du droit passerelle. Il faut qu'elle ait la cessation d'activité doit être pour raison économique. La raison économique, ça doit être, j'imagine, ça rentre en règlement collectif de dette. Il faut qu'elle ait 2 années où elle a moins de 13 000 € de revenus. Donc ça, c'est une des premières conditions. Il faut qu'elle rentre, par exemple, dans cette condition-là. Ou alors ce serait force majeure. Donc là, j'avais mis les différentes raisons pour lesquelles on peut avoir le droit passerelle. Donc pour raison économique, ça, je n'ai pas expliqué. C'est avoir 2 années de suite, moins de 14 000 ou 13 990 quelque chose de revenus. Mais il faut avoir payé ses cotisations sociales 4 trimestres sur les 16 derniers trimestres. Sinon, on n'y a pas droit. Et alors, on a le droit, si vous avez, alors de mémoire, mais je ne sais plus, je pense que si on est indépendant pendant 5 ans, c'est 1 trimestre. Je ne sais plus, je pense que c'est de cet ordre-là. Si c'est 15 ans, c'est 2 trimestres, et plus de 15 ans, c'est 4 trimestres, c'est 1 an. Mais donc, le droit passerelle, c'est pas... voilà. On aura l'occasion aussi de revenir sur la question avec Madame Roland de manière plus précise, peut-être aussi au niveau des conditions. Oui. Autre question aussi, à partir de quand un indépendant donc, qui est malade peut-il bénéficier d'un revenu de remplacement? Eh bien, maintenant, il peut, depuis le premier, enfin, c'est une nouvelle loi, je crois que je ne sais plus si c'était cette année-ci, beaucoup de lois ont changé, donc je ne connais plus vraiment les dates, mais il n'y a plus de délai de carence. Donc, si quelqu'un est malade pendant 7 jours, un indépendant est malade pendant 7 jours consécutifs, eh bien, il n'a plus de délai de carence. Donc, à partir du premier jour où il est malade, il a droit à une indemnité de mutuelle, pour autant qu'il soit en règle de loi sociale. Et alors là, c'est compliqué parce que si on est au 4e trimestre maintenant, il faut qu'il soit en ordre pour le 1er et 2e trimestre de cette année-ci pour pouvoir avoir son indemnité maladie.
Merci bien. Encore une petite question, on revient finalement sur la problématique de la faillite, c'est souvent une question en tout cas qui est assez récurrente. Dans le cadre d'une société, si on fait faillite, ben, qui doit faire faillite? Donc la société et le gérant doit-il faire faillite aussi, donc à titre personnel? Alors, ben ça, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure. L'entreprise peut faire faillite. Et donc, moi, dans le Brabant wallon, plus d'une fois, ça m'est arrivé. Dans quelle raison? Parce qu'on n'a pas, je n'ai pas expliqué au niveau des sociétés. Si une société fait faillite, c'est possible que le curateur vienne demander. Moi, j'ai des gens qui ont en fait une dette dans la société, un petit peu comme un client. Ils ont une dette, ça s'appelle un compte courant débiteur dans la société. Mais ça peut être, le plus que j'ai eu, c'était 200 000 €. Hein. Donc, ce sont des rémunérations qui n'ont pas été déclarées. Ils ont ponctionné de l'argent dans la société. Enfin, voilà. Et donc, ils se retrouvent, la société va faire faillite parce qu'elle ne sait pas payer ce qu'elle a à payer. Et le curateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner contre l'associé de la société et celui qui a un compte courant gérant, ou si le capital n'est pas libéré, il va se retourner contre celui qui n'a pas libéré le capital ou contre celui qui a une dette envers la société. Et donc, s'il est en Brabant wallon, à ce moment-là, conjointement, on va le mettre en faillite en tant qu'associé actif. Par contre, la même situation en Hainaut, ce n'est pas accepté par le tribunal de l'entreprise. Donc, on va mettre la société en faillite, le curateur va se retourner contre l'associé actif et là, il doit se mettre en règlement collectif de dette après 6 mois. Merci bien. Alors, une dernière question aussi, mais qui couvre un peu aussi les autres webinaires que l'on présentera, c'est donc comment aider concrètement une personne devant régler ses impôts pour les revenus de 2017 avec donc des montants TVA de 9 000 € et plus 6 500. Est-il possible de demander d'échelonner un plan de paiement par rapport finalement à ces impôts à un TVA? On dépasse un peu Alors, au niveau des impôts, mais que vous ayez, enfin, pour un médiateur de dette, que ce soit un employé ou que ce soit un indépendant, ce sont exactement les mêmes techniques. Le règlement administratif de dette et la surséance indéfinie. Effectivement, Madame Maucourant en parlera. Ce qu'on peut faire, c'est, oui, oui. En tout cas, Madame Maucourant, voilà, c'est un petit peu la même chose. Et la dette du TVA, c'est un petit peu, c'est un peu la même chose, quoi. C'est dans le cadre du règlement administratif de dette. Et ça, c'est pointu. Hein. Donc, c'est pour Madame Maucourant. Madame Maucourant, voilà, on vous invite en tout cas à participer au webinaire de la semaine prochaine pour cette question. Alors moi, je vais y participer parce que je suis sûre que j'ai des choses à apprendre. Donc, Alors, avant-dernière petite question. Donc, quel est le délai de prescription pour les lois sociales, côté paiement des cotisations sociales? Il n'y a pas de prescription. Hein, donc, moi, j'ai des gens qui peuvent avoir 7-8 ans. Il n'y a pas de prescription. Hein. L'huissier va toujours venir. Alors, si vous avez, ce que vous pourriez avoir, c'est dans le médiateur de dette, je ne sais plus, je crois que c'est 7 ans, mais je ne suis pas certaine. Et donc, imaginons que vous êtes considéré comme insolvable. Pendant 7 ans, vous n'aurez pas d'huissier. Puis un jour, 7 ans plus tard, il y a un huissier qui vient pour voir si vous êtes toujours bien dans une situation d'insolvabilité. Mais je ne connais pas le délai, mais c'est 7 ans. Mais je ne suis pas sûre. Donc, peut-être que... je ne sais pas qui pourra répondre à ça. Peut-être Madame Roland, mais je ne suis pas certaine. Et alors, dernière petite question, et nous remercions aussi Madame Maucourant qui alimente finalement, qui donne des compléments en live direct sur les questions posées. Donc, au niveau, oui, donc on répète un niveau pour l'information. J'attendais que vous ayez fini, que c'est bien les aides 5 ans, en fait, qui est prévu. Oui. Donc, alimente aussi les questions par rapport à ça. Dernière petite question, au niveau donc du droit passerelle, donc oui, doit-on considérer qu'il s'agit d'un droit de survie et donc appartenant à l'associé actif gérant, ou s'agit-il d'une indemnité bénéficiant à la société? Et dans ce cas, et donc en cas de faillite, profite-t-elle à la curatelle? Le droit passerelle, c'est bien l'indépendant, c'est bien le citoyen avec son numéro national, donc avec sa casquette numéro national, qui paye des cotisations sociales pour avoir droit, qui a le droit à la passerelle. Donc la passerelle, c'est exclusivement pour un indépendant, jamais pour une société. Voilà, voilà. Mais nous vous remercions en tout cas. Nous arrivons ici au thème donc, de nos questions. Il y avait juste une petite question que j'ai vu passer. Le délai pour avoir un rendez-vous chez vous? Ah oui, j'ai oublié. Le délai pour avoir...
En général, moi, je sais que les gens derrière sont aux abois. Donc, soit je vais téléphoner, si j'ai du temps, je vais téléphoner dans la journée. Si je n'ai pas le temps, je vais envoyer un mail en disant, voilà, pouvez-vous m'expliquer la situation s'il ne m'a rien expliqué? Déjà donner qui donne toujours son numéro d'entreprise, parce que si c'est une société, je pourrais déjà avoir peut-être pas mal d'informations, son numéro national, comme ça, quelle caisse de loi sociale, comme ça, moi, je sais interroger la caisse de loi sociale pour savoir quel est le montant des dettes, parce que souvent, les gens, et ça, je pense que chez les médiateurs de dettes, c'est pareil, c'est que les gens ne savent pas les montants des dettes qu'ils ont. Il y a un moment donné, il y a une forme de déni où les gens se disent de toute façon, je ne saurais pas payer, je ne vais pas ouvrir ça et je ne vais pas encore me stresser en supplément. Voilà, je voulais parler aussi il y a APESA qui existe, qui est pour les entreprises qui sont, les personnes qui sont avec des idées suicidaires, les indépendants qui ont des idées suicidaires, il existe une cellule qui a été créée et donc moi je vais faire une formation, donc moi je serai sentinelle pour ça. Donc si vous avez des personnes qui arrivent et que vous vous dites mon Dieu, ce sont des indépendants, ils sont vraiment dans une situation psychologique très compliquée, vous pouvez les renvoyer vers moi, je prendrai contact avec cette personne et demander si elle veut que APESA prenne contact avec eux. Et ils ont droit à 3 consultations téléphoniques maintenant, parce qu'on est en Covid, donc 3 consultations psychologiques pour les aider. Et donc, nous, on essaie aussi de dédramatiser les situations. Hein. La faillite, c'est pas la fin de quelque chose, je dis toujours, c'est le début d'autre chose. Donc, il faut dédramatiser. Si on doit passer par là, on doit passer par là, et ça ne sert à rien de... voilà. Donc oui, en général, c'est rapide, c'est dans la semaine maximum, il y aura toujours un contact, que ce soit téléphonique ou un mail, et donc toujours regarder si on n'est pas dans les spams, parfois. Bien, mais vous n'avez pas réagi, donc si je ne suis pas dans les courriers indésirables ou dans les spams ou dans les notifications ou promotions, parce qu'avec l'adresse de la Chambre de commerce et d'industrie, ça dépend, parfois on est dans les promotions comme si on faisait la publicité de quelque chose alors qu'on répond. Merci. Allô? Oui, merci bien pour toutes ces précisions en tout cas. Bien voilà, nous sommes donc arrivés en effet au terme de ce webinaire, au terme en tout cas des questions. En tout cas, on tient à vous remercier tous et toutes pour votre attention et tout l'ensemble des questions que vous avez posées. Au nom de toute l'équipe de l'Observatoire, Madame Dréon, on vous remercie vivement pour votre investissement, pour votre disponibilité et en tout cas pour cette intervention très claire et très riche en informations. Nous restons bien sûr à votre disposition, toute l'équipe reste à votre disposition pour toute question vous donnant particulière. Comme Madame Jean-Marc l'a rappelé, nous vous enverrons donc en effet les enregistrements et le PowerPoint sera bientôt bien sûr disponible sur le site et sera envoyé donc à votre adresse. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain, donc le 7 décembre, pour une nouvelle séance donc consacrée cette fois-ci donc aux indépendants et aux dettes fiscales, qui sera prise en charge par Madame Maucourant. Même heure, même endroit. Donc, vous recevrez les liens. N'hésitez surtout pas, en tout cas, à vous inscrire via le site de l'Observatoire. Et nous vous souhaitons, en tout cas, une très belle après-midi et à très bientôt. À très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci. Merci, Sabine aussi.